I'm shining like a candle in the dark. En 2013, Teleka Patrick, une médecin américaine, s'est volatilisée dans le Michigan après avoir publié plusieurs vidéos bizarres sur YouTube. En 2014, on a perdu la trace de Kenny Veach, un randonneur YouTuber dans le désert du Nevada. Il était parti à la recherche d'une mystérieuse grotte en forme de V. En 2018, Nick Sonderhuger, un autre YouTuber américain fan de skate et de danse, a disparu après avoir entendu des cris au milieu de la nuit près de Salton Sea. Et en 2023, Carlos Henrique Medeiros, une jeune star brésilienne de YouTube avec près de 2 millions d'abonnés, a été portée disparue le jour de Noël. Toutes ces personnes qui avaient des chaînes YouTube ont disparu de manière sinistre. Elles ont vraiment disparu dans le monde réel. Et c'est leurs histoires effrayantes que je vais vous raconter aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, de nombreux créateurs de contenu apparaissent et disparaissent chaque année sur YouTube. De nouvelles chaînes se créent chaque jour, tandis que d'autres cessent subitement de poster des vidéos sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Le plus souvent, les youtubeurs et youtubeuses arrêtent par manque de temps, manque de vues ou manque de motivation. Certains arrêtent aussi YouTube parce qu'ils font un burn-out ou qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux. Et d'autres arrêtent juste parce qu'ils veulent au bout d'un moment avoir une vie plus stable et normale entre guillemets. En conclusion, des youtubeurs et youtubeuses sortent régulièrement du paysage, souvent par choix personnel, mais dans de rares cas que je vais vous présenter, ils ont disparu mystérieusement. Ils n'ont pas disparu volontairement pour créer du buzz ou faire parler d'eux, non. Ils se sont volatilisés sans raison apparente. Et leurs proches, très inquiets, ont signalé leur disparition à la police qui a lancé des recherches et a ouvert une enquête. En 2009, Nicholas Sonderhuger, qu'on surnomme Nick, est un Américain d'environ 20 ans originaire de San Diego en Californie, sur la côte ouest des USA. Fan de musique techno et de skate, il crée en 2009 une chaîne YouTube nommée Sunspike, sur laquelle il poste diverses vidéos. Mesurant 1m78 pour 83 kg, Nick est décrit par ceux qui le connaissent comme un jeune homme intelligent, drôle et gentil à l'excès. Et il se fait vraiment connaître en postant de nombreuses vidéos dans lesquelles il s'adonne à une autre de ses passions, la danse. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, il se met à danser et se lance le défi de lancer une vidéo de danse par jour. Nick vit à San Diego, une ville de Californie située sur la côte Pacifique, mais étant un esprit libre, sans réelle attache, il décide de partir s'installer à Salton Beach, une petite localité au bord de Salton Sea, un lac salé à 2h30 de route à l'ouest de San Diego. Et Nick ne part pas seul. Il part avec son meilleur ami nommé Austin, avec qui il travaille sur des projets artistiques. Tous les deux se connaissent depuis 6 ans. Avant d'aller plus loin, apportons maintenant quelques précisions sur Salton Beach, qui n'est vraiment pas un lieu ordinaire. Plus grand lac de Californie, bordé par le désert et des chaînes de montagnes à perte de vue, Salton Sea a eu un passé glorieux. Dans les années 50, c'était une destination de vacances prisée des stars d'Hollywood. Ces eaux bleues attiraient les touristes et les Américains voulant vivre dans un cadre idyllique. Mais le rêve a tourné au cauchemar. Car Salton Sea a été le théâtre de plusieurs catastrophes écologiques. Après des décennies de sécheresse, le tiers de l'eau du lac s'est évaporé, exposant 100 km² de poussière et de sédiments contaminés. L'eau de Salton Sea est devenue 2 fois plus salée que celle du Pacifique. Et proche d'une vaste zone agricole, il est devenu le lac le plus pollué de Californie. La toxicité et la puanteur des eaux et de l'air autour du lac a fait fuir la plupart des habitants. Et pour ne rien arranger, le taux de cancer sur place a fortement augmenté au cours des décennies. Aujourd'hui, peu de personnes vivent dans cette zone. Et le pourtour du lac est parsemé de villages de vacances à l'abandon et de maisons délabrées. Aujourd'hui, Salton Sea ressemble beaucoup à un décor post-apocalyptique. Peu de monde vit là. Et ceux qui y vivent sont dans la précarité. Le comté d'Imperial auquel appartient Salton Sea est le plus pauvre de Californie. On ne sait pas vraiment pourquoi Nick et Austin viennent s'installer à Salton Sea Beach au bord du lac. Peut-être parce qu'ils ont peu de ressources et peuvent vivre là sans payer le loyer. Ils ne dérangent personne parce que la majorité des lieux sont abandonnés.
On sait peu de choses sur leur mode de vie, mais ils ont apparemment pour projet d'organiser notamment des concerts techno sur place. On le sait car durant l'été 2018, la chaîne YouTube américaine Explore With Us, qui tournait une vidéo genre urbex sur place, a eu l'occasion de rencontrer par hasard Nick et Austin. Et sur les images vidéo, ils ont l'air tous les deux de jeunes gens sympathiques vivant simplement. Nick s'occupe notamment d'un chaton pour qui il va acheter chaque jour de l'eau potable. Rien ne prédestinait Nicholas Sonderger, alias Nick, à faire plus parler de lui. Jusqu'au 8 septembre 2018. Tardant la nuit vers 2h30 du matin, Nick et Austin sont chez eux à Salton Sea Beach quand ils entendent tout à coup ce qui ressemble à des cris de femmes venant des environs. Ils se demandent alors ce qu'ils doivent faire, s'il faut qu'ils aillent voir ou non sur place. Ils en parlent, ils débattent, mais Austin est fatigué et finit par s'endormir. Et lorsqu'Austin se réveille le lendemain matin, il se rend compte que Nick n'est plus là. D'après ses déclarations, Austin commence alors à chercher Nick à Salton Sea Beach, plus particulièrement dans le secteur proche de Thermal Avenue et Barbara Avenue, où il résidait. Précisons qu'il n'y a quasiment personne qui vit là. Selon le dernier recensement datant de 2022, la population de cette ville n'est que de 186 habitants. Et Nick et Austin vivaient dans une zone de la ville assez isolée, une zone résidentielle désaffectée. Austin cherche donc son ami et fouille les alentours. Et il va trouver des affaires de Nick, comme sa lampe de poche. Tout laisse à penser que le jeune homme est parti durant la nuit ou tôt le matin, avant le réveil de son ami. Par la suite, la disparition de Nick est signalée aux autorités. Les hommes du bureau du shérif du comté d'Imperial arrivent sur place et se mettent à ratisser le secteur. Et les enquêteurs vont notamment trouver une des bottes de Nick et son pantalon sur la plage au bord du lac. Un peu plus tard, Austin trouve la casquette et la chemise de Nick dans des broussailles proches du lieu de la disparition, près de Thermal Avenue et Barbara Avenue, dans un endroit qui avait été déjà fouillé. Vous voyez les emplacements précis sur la carte. On a aussi pu lire sur internet que le portefeuille de Nick aurait été retrouvé, mais cette information n'a pas été confirmée par la police. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a trouvé aucune trace de Nick, le YouTuber s'est comme envolé. En février 2019, de nouvelles recherches sont menées à Salton Beach. Une équipe ratisse le périmètre sans plus de résultats. Aucun corps n'est trouvé. Et on n'a récupéré aucun nouvel indice permettant d'expliquer la disparition de Nick Sonderger. Aujourd'hui, le bureau du shérif du comté d'Imperial enquête toujours dans cette affaire. Un ami de Nick a même promis une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de résoudre ce mystère. Mais rien n'y a fait. Nick est toujours porté disparu à l'heure actuelle. Alors, que lui est-il arrivé ? S'il est très difficile de répondre à cette question, plusieurs théories circulent. Évoquons tout d'abord une possible fuite volontaire. D'un tempérament bohème ayant le goût du voyage, Nick aurait pu décider de partir et de s'établir ailleurs aux USA. Vu qu'il était capable de vivre, de survivre même avec peu, il aurait pu s'établir n'importe où aux États-Unis. Austin, l'ami de Nick, a par exemple cité l'exemple de Slab City, un lieu de campement situé en plein désert non loin de Salton Sea. Slab City est un endroit où se retrouvent des squatteurs et des propriétaires de véhicules de loisirs venus de tous les États-Unis. Et il existe aussi un grand nombre d'endroits de ce type en Amérique du Nord, donc autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais on ne comprend pas trop pourquoi Nick serait parti sans en informer son ami Austin. À moins que les deux copains ne se soient disputés la nuit de sa disparition. Mais ce n'est que pure spéculation, on n'en a aucune preuve. On pense que si Nick est parti, il est parti à pied parce qu'il n'avait pas de véhicule personnel. Seulement, cette hypothèse n'a pas trop de sens dans la mesure où on a retrouvé la majorité de ses vêtements et une de ses chaussures à Salton Beach après sa disparition. Vous l'avez sûrement expérimenté, c'est très difficile de marcher avec une seule chaussure sur un terrain rocailleux dans le désert. On va pas très loin en général. Ou alors, Nick avait peut-être emporté d'autres vêtements, d'autres chaussures avec lui, dans un sac à dos par exemple. Pour tenter de comprendre ce départ brutal, il faut se demander si le jeune homme n'aurait pas consommé une substance illicite. Nick aurait quitté son ami dans la nuit et aurait péri ensuite dans un accident fatal, quelque part aux alentours. Et vu qu'on a ramassé certaines de ses affaires, comme une de ses chaussures sur la plage, ça pourrait signifier qu'il aurait pu vouloir se baigner.
Se baigner en pleine nuit, qui est une idée assez étrange, surtout fin septembre, qui plus est dans une eau toxique. Mais si Nick avait ingéré une substance, s'il n'était pas dans son état normal, il aurait pu décider d'y aller quand même. Pourquoi pas? Néanmoins, on peut quand même se poser des questions sur cette théorie parce que on aurait peut-être retrouvé quand même, tôt ou tard, son corps dans le lac. Et là, rien. À moins que le jeune homme n'ait été agressé par un animal. Parce que les lions des montagnes ou cougars sont très présents dans la région de Salton Sea. Et si vous vous rappelez de ce détail, Nick a expliqué qu'ils avaient entendu des cris ressemblant à des cris de femmes dans la nuit. Or, les cris des lions des montagnes sont assez curieux, comme vous pouvez le constater. Fuite volontaire, accident, attaque animale. Dans cette affaire assez nébuleuse, les théories ne manquent pas. Et un acte criminel paraît également possible pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la zone de la disparition de Nick est réputée dangereuse parce qu'elle attire des vagabonds et des marginaux. Dans le secteur de Salton Sea, le taux de criminalité est assez élevé. Les gangs opèrent sur place et plusieurs crimes ont déjà été commis dans le passé. Un certain nombre de suspects ont déjà été arrêtés pour des cambriolages, fusillades et meurtres dans la zone de la disparition de Nick. En tout cas, les hommes de loi n'ont, au stade actuel de nos connaissances, arrêté aucun suspect dans le cadre de l'enquête sur la disparition du YouTuber. Ils attendent désespérément un tuyau, une information venue du public, qui n'arrive pas. Apparemment, personne n'a rien vu, rien entendu, ce qui n'est pas forcément étonnant, parce qu'il n'y a pratiquement personne qui vit sur place. Ceci dit, selon certains internautes, il ne faut pas chercher de suspects bien loin dans cette affaire. Car certains ont émis des soupçons concernant Austin, l'ami de Nick. Ils l'ont suspecté pour plusieurs raisons. D'abord parce que les événements reposent beaucoup sur ses déclarations. Certains ne croient pas trop à la version des faits d'Austin selon laquelle il se serait endormi avant de se rendre compte que Nick n'était plus là. Et puis c'est lui qui a trouvé certaines affaires de Nick, comme sa casquette et sa chemise. Il aurait trouvé ces objets dans un endroit qui avait déjà été fouillé. Ce qui est plutôt bizarre. Mais attention, il reste évidemment présumé innocent. Le bureau du shérif du comté d'Impérial ne l'a jamais inculpé de quoi que ce soit jusqu'à présent, donc il faut se garder d'arriver à des conclusions trop hâtives. Parmi les nombreuses théories qui circulent dans cette affaire, on a pu lire que Nick aurait été assassiné par un tueur en série. Il aurait pu être tué par un serial killer parce que le jeune homme réputé gentil avait tendance à faire facilement confiance. Et il aurait pu croiser quelqu'un de mal intentionné. L'un des détails les plus troublants dans ce dossier, selon moi, c'est qu'on ait récupéré la plupart des vêtements et objets personnels de Nick, dont une chaussure, dans plusieurs endroits différents, assez éloignés les uns des autres. Ce qui a tendance à montrer qu'il lui est arrivé un événement très inhabituel. Cet éparpillement des affaires de Nick affaiblit l'hypothèse criminelle. À moins que le responsable de la disparition et ou le meurtrier de Nick ait dispersé ses affaires après coup pour brouiller les pistes. Ce qui reste possible dans la mesure où Austin, l'ami de Nick, a récupéré plusieurs vêtements dans une zone précédemment fouillée. Aurait-il été redéposé par la suite ? Comme vous l'avez compris, la disparition de Nicholas Sonderegger reste non résolue à ce jour. On ignore s'il est toujours vivant ou non, et 6 ans après les faits, ses proches attendent toujours des réponses. Cette affaire reste mystérieuse, mais Nick n'est pas le seul YouTuber à s'être volatilisé dans des circonstances troublantes. Situé entre la Californie et l'Utah, le Nevada est le 7e État le plus vaste des États-Unis. Il est surtout célèbre pour Las Vegas, une ville réputée pour ses casinos et ses divertissements ouverts 24 heures sur 24. Mais en dehors de Sin City, la ville du péché, le surnom donné à Las Vegas, le Nevada est surtout constitué de grandes étendues désertiques. Petite anecdote personnelle, ça m'est arrivé il y a pas mal d'années de traverser le Nevada en voiture, et ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Parce que le désert est assez sale, avec beaucoup de papier gras au bord des routes. Et plus on s'approche de Las Vegas, et pire c'est. On passe devant pas mal de prisons situées au milieu de nulle part, et il est d'ailleurs interdit de prendre des autostoppeurs car ça pourrait être des évadés de prison. En tout cas, c'est dans la région de Las Vegas, au Nevada, que Kenneth Veach vit en 2014. À l'époque, Kenny, comme on le surnomme, a 37 ans. Cet homme est dynamique, il fonctionne à l'adrénaline, il adore dépasser ses limites, avec parfois quelques excès.
Par exemple, il aime bien attraper à main nue des serpents à sonnette et s'est déjà retrouvé une fois à l'hôpital. Il a même failli mourir parce qu'il faut savoir que sans antivenin, la morsure de crotale est mortelle. Fan de randonnée, Kenny adore faire des treks dans le désert du Nevada et il y va à fond. La preuve, une fois il a tellement forcé lors d'une randonnée qu'il en a perdu ses ongles de doigts de pied. Disons-le tout de suite, Kenny est un excentrique plutôt attachant. Il est apprécié des gens qu'il connaissent, notamment sa petite amie Sherion. Il a aussi une petite fille, mais c'est vrai que Kenny a tendance à prendre des risques inconsidérés. On ne sait pas s'il a regardé trop d'émissions de survie en milieu hostile à la télé, mais il est légèrement inconscient. Par exemple, ça lui arrive souvent de partir en randonnée dans le désert en n'emportant que le strict minimum, une bouteille d'eau et une barre chocolatée. Fin 2012, Kenny crée une chaîne YouTube sous le pseudonyme Snakebite Me G. Sûrement une référence à l'anecdote que je vous ai racontée plus tôt. Kenny poste des vidéos dans lesquelles il présente quelques-unes de ses inventions. Car l'homme a plusieurs cordes à son arc, il aime inventer des objets plus ou moins utiles, il faut le reconnaître. Et le 17 octobre 2014, Kenny publie sur sa chaîne YouTube une vidéo surprenante. Dans cette vidéo, d'une durée de 22 minutes, l'homme se filme lui-même avec une caméra au nord de Las Vegas. L'endroit n'a pas été indiqué précisément, mais il semblerait qu'il soit situé peut-être dans le secteur de Gas Pink, à plus d'1h20 de route de voiture de Las Vegas. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que Kenny raconte à la caméra avoir fait une étrange découverte dans les montagnes du Nevada. Il explique que lors d'une randonnée précédente, il aurait trouvé une grotte dont l'entrée était en forme de M majuscule parfait. Au cours de sa vidéo, Kenny explique qu'il entre toujours dans chaque grotte qu'il trouve, mais quand il entrait dans cette fameuse grotte en forme de M, tout son corps a commencé à vibrer. Et plus il s'approchait, plus les vibrations devenaient intenses. Kenny a soudain eu très peur et il a préféré quitter les lieux sur le champ. C'est l'une des choses les plus étranges qu'il me soit jamais arrivé, a-t-il ajouté. Même si son expérience l'a terrifié, Kenny n'a pas dit son dernier mot. C'est un peu un aventurier, un peu un casse-cou, et il veut retourner dans cette grotte qui cache peut-être quelque chose d'extraordinaire. Kenny veut refaire une tentative, peut-être simplement par défi, ou par recherche d'une certaine forme de gloire ou d'argent. L'homme annonce donc sur les réseaux sociaux qu'il va faire une nouvelle tentative pour retrouver cette mystérieuse grotte, en emportant cette fois une arme à feu avec lui, au cas où. Il emporte un pistolet 9 mm qu'il porte à la ceinture. Sur les images de sa fameuse vidéo de 22 minutes, Kenny paraît surexcité. Il fait pas mal de gestes et un débit de voix rapide. À vrai dire, on ne sait pas trop s'il dit la vérité ou s'il veut juste chercher à attirer l'attention. Et bien entendu, il subit les moqueries de trolls dans les commentaires de sa vidéo. Beaucoup d'internautes ne le croient pas et le tournent en ridicule. Mais Kenny semble déterminé à leur prouver qu'il dit vrai. Il repart donc seul dans les montagnes et passe 10 heures à explorer le même canyon. Il sillonne cette zone désertique sans parvenir à retrouver la mystérieuse grotte en forme de M. Il faut dire que la tâche est difficile parce que le terrain est très accidenté, on doit circuler à pied et il n'y a pas de sentier. De plus, l'endroit est potentiellement dangereux. Car en plus des serpents à sonnette, l'endroit a servi de terrain d'exercice de bombardement pour l'armée. Cette seconde tentative est encore une fois un échec, mais Kenny ne lâche pas l'affaire. Il annonce sur YouTube qu'il va faire une nouvelle tentative pour retrouver cette fameuse grotte. Il annonce qu'il va repartir dans le désert du Nevada, et quelqu'un poste alors un message inquiétant dans les commentaires sous sa vidéo YouTube. Non, ne retournez pas là-bas. Si vous trouvez l'entrée de cette grotte, ne pénétrez pas à l'intérieur. Si vous faites une chose pareille, vous n'en sortirez jamais. Suite à ce commentaire de mise en garde, Kenny interroge l'inconnu, un certain Lemmy Kilmister. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» écrit Kenny sous le commentaire. Seulement, il n'obtiendra aucune réponse. L'auteur de l'avertissement a supprimé son compte YouTube. Et on ne sait pas qui c'est. De toute façon, il y a fort à parier que son nom était un pseudonyme. Il n'a pas écrit ce commentaire sous son vrai nom. Qui était cette personne, on l'ignore.
Mais cet avertissement en ligne ne refroidit pas Kenny. Le lundi 10 novembre 2014, il fait comme annoncé un 3e essai pour tenter de localiser la mystérieuse grotte en forme de M. Il repart faire une randonnée dans les montagnes du Nevada et a prévu de passer la nuit sur place. Par la suite, les jours filent et Kenny ne répond plus aux commentaires sous sa dernière vidéo YouTube. Angoissée, Sherion, sa petite amie, informe elle-même les internautes que Kenny n'est pas revenu de sa dernière expédition. Elle avertit aussi la police de Las Vegas et des recherches sont entreprises dans le désert. Les officiers de police vont juste retrouver sa voiture garée sur un parking, mais son propriétaire est introuvable. Pendant une semaine, on recherche activement le randonneur youtubeur. Et une semaine plus tard, un groupe de sauveteurs volontaires du Nevada fait une trouvaille intéressante. Ils trouvent le téléphone portable de Kenny près du puits d'une mine désaffectée, à plus de 6 km de marge de sa voiture. Étant donné que l'endroit est en joie d'accès, on fait juste descendre une caméra dans la mine pour en inspecter les profondeurs. Sans résultat. On ne trouve aucune trace du youtubeur et c'est la fin des recherches officielles. Relayée par les médias, la disparition de Kenny Veach commence à circuler sur Internet. Et par la suite, de nombreux internautes et youtubeurs vont mener leurs propres investigations. Ils refont par exemple le trajet supposé de Kenny Veach dans le désert du Nevada. Et au fil des ans, certains pensent avoir retrouvé la fameuse grotte en forme de M. Le problème, c'est qu'on va apparemment retrouver plusieurs grottes à plusieurs endroits différents, ce qui est plutôt problématique. On ne sait pas vraiment laquelle est la bonne. Parce qu'il y a de nombreuses anciennes mines dans le désert, et un tunnel au plafond semi-écroulé pourrait vaguement ressembler à une grotte en forme de M. En tout cas, même si certains prétendent avoir localisé la fameuse grotte en forme de M, on n'a jamais récupéré le corps du randonneur youtubeur. Kenny Veach reste porté disparu à l'heure actuelle. Depuis le 10 novembre 2014, le randonneur youtubeur n'a plus donné aucun signe de vie. Et aujourd'hui, 10 ans après les faits, son destin reste une énigme. En ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette affaire. J'en veux pour preuve le fait que j'ai étudié cette affaire dans mon livre « Disparu dans la nature USA, tome 1 », qui est sorti en 2016, 2 ans après la disparition de Kenny, et il y a déjà 8 ans. Et dans mon livre, j'avais écrit à propos de cette histoire qu'elle était tellement incroyable qu'on a du mal à croire qu'elle soit réelle. Et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à un scénario de film d'horreur d'Hollywood ou à une creepypasta. Pourtant, elle est bel et bien authentique. Effectivement, après vérification, cette affaire n'est pas un canular. Kenny Veach fait toujours l'objet d'une enquête officielle de la police. Et il est toujours inscrit dans la base de données des personnes disparues NamUs. Les vidéos YouTube de Kenny Veach et les conditions bizarres de sa disparition ont bien sûr alimenté les rumeurs les plus folles sur Internet. Parce qu'on a par exemple dit que le YouTuber avait disparu près de la zone 51, la célèbre base secrète de l'armée américaine. On a donc évidemment parlé de projets gouvernementaux top secrets et d'abduction par des extraterrestres. Et certains ont avancé l'idée que la grotte en forme de M était en fait l'entrée d'une installation gouvernementale top secrète. Et que les vibrations ressenties par Kenny étaient un dispositif utilisé pour dissuader les gens de s'approcher de cette grotte. D'autres ont aussi avancé l'idée que Kenny Veach aurait été capturé parce qu'il aurait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Pourquoi pas après tout ? Parce qu'il est connu que s'aventurer dans la zone 51 est risqué. Il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. En effet, le recours à la force létale est autorisé dans ce secteur. Vous pouvez tout simplement vous faire descendre. Mais on peut quand même douter de ce scénario ici pour une raison d'ordre géographique. Parce que quand on étudie la carte, on s'aperçoit que la zone 51 se trouve à plus de 100 km au nord du secteur de Gas Peak, le secteur présumé de la disparition de Kenny Veach. L'endroit est situé à 107 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite, mais pour rejoindre effectivement cet endroit, c'est beaucoup plus long. Quand vous circulez à pied, c'est beaucoup plus long parce que vous ne pouvez pas avancer forcément en ligne droite, et en plus, là, vous devez traverser plusieurs montagnes. En clair, l'Area 51 est assez éloigné du lieu de la disparition de Kenny Veach, et on peut douter que le YouTuber se soit retrouvé là-bas. En fait, l'explication à la disparition de Kenny Veach est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne pourrait penser.
Il a peut-être tout simplement succombé à un accident. Parce que déjà, le désert est dangereux par bien des aspects. On peut s'y perdre, se faire mordre par un serpent venimeux ou mourir de déshydratation. Et selon sa petite amie, Kenny n'emportait jamais de GPS avec lui, et très peu d'eau et de vivre. De plus, il aimait s'aventurer dans des grottes. Il a déclaré en avoir visité des centaines. Et ce genre d'activité est hautement risqué, parce que les anciennes galeries peuvent s'effondrer à tout moment. Par ailleurs, le désert près de Las Vegas attire des individus peu recommandables. Il paraît que la mafia locale y enterre des personnes gênantes et les cartels de la drogue s'y livrent à des trafics illicites. Kenny aurait donc pu être témoin d'une activité illégale. Mais cette théorie est affaiblie par le fait que Kenny était armé. Il portait sur lui un pistolet 9 mm et avait donc les moyens de se défendre contre un éventuel assaillant. Une autre explication ne doit certainement pas être écartée ici, la disparition volontaire. Car d'après sa petite amie, Kenny traversait une période difficile au moment de sa disparition. Il avait quitté son emploi depuis plus d'1 an et vivait sur ses économies qui fondaient à vue d'œil. Kenny avait tenté de monter son propre business sans y parvenir. Et dans une vidéo précédente, Kenny avait même proposé de vendre sa maison avec lui à l'intérieur comme gardien. Était-ce une tentative désespérée de gagner un peu d'argent ou une forme d'appel au secours? Il semblait avoir touché le fond pour proposer une chose pareille. Autre possibilité, Kennevitch aurait peut-être inventé toute cette histoire de grotte surnaturelle juste pour faire du buzz sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement possible à notre époque. Il faut savoir que des personnes racontent n'importe quoi juste pour attirer l'attention. Et on ne compte plus les menteurs, escrocs et imposteurs sur Internet. Et un détail matériel assez précis que je ne vous ai pas encore révélé aurait même tendance à montrer que cette histoire de grotte était bidon. Comme vous le savez, Kennevitch a déclaré publiquement plusieurs fois sur YouTube qu'il allait prouver l'existence de cette grotte. Mais en inspectant sa maison, après sa disparition, les policiers de Las Vegas se sont rendus compte qu'il avait laissé sa caméra vidéo derrière lui. Il a laissé sa caméra chez lui avant de repartir dans le désert. Kenny n'a pas emporté avec lui la caméra dont il se servait habituellement pour filmer ses vidéos YouTube. Dans ces conditions, comment comptait-il ramener une preuve de l'existence de cette grotte? Il y a quand même quelque chose qui cloche là. Voilà pourquoi il faut quand même se demander si Kennevitch n'aurait pas mis en scène sa propre disparition d'une manière assez géniale, il faut le dire. Il aurait peut-être pu orchestrer sa propre disparition en utilisant YouTube pour échapper à ses créanciers et refaire sa vie ailleurs. Ce qui était assez facile à faire, il n'avait qu'à se contenter de déposer son téléphone portable près du puits de mine désaffecté où on l'a trouvé. Il aurait juste laissé son téléphone portable et aurait ensuite mis les voiles. Kenny a abandonné sa voiture, mais il aurait par exemple pu fuir facilement au Mexique en prenant le bus. Car depuis Las Vegas, on peut être de l'autre côté de la frontière mexicaine, comme à Tijuana au Mexique, en 7 heures de route. Le ticket coûte environ $100. Kenny pouvait facilement partir au Mexique, c'était faisable, ok, mais comment aurait-il fait pour vivre là-bas sans argent? Parce que s'il était complètement fauché, comme on l'a dit, c'était compliqué. Et puis il avait aussi une petite fille. L'aurait-il abandonnée? 10 ans après sa disparition, le destin étrange de Kennevitch continue de passionner les internautes du monde entier. On ne sait toujours pas ce qu'est devenu le youtubeur randonneur, mais on a de bonnes raisons de penser qu'il lui est arrivé malheur. Nous venons de voir que 2 youtubeurs se sont évaporés dans la nature, mais les youtubeuses sont aussi concernées, comme nous le montre l'exemple suivant. En décembre 2013, Teleka Patrick est une Américaine de 30 ans. Originaire de Californie, elle vit à Kalamazoo, une ville moyenne du Michigan située à 225 km à l'ouest de Détroit. Douée pour les études depuis sa petite enfance, elle travaille depuis le mois de juillet comme médecin au centre médical Borges, dans le centre-ville de Kalamazoo. Teleka est titulaire d'un diplôme de médecine et d'un doctorat en biochimie, et ses collègues la décrivent comme brillante, avec l'avenir devant elle. C'est une personne que tout le monde trouve charmante, amusante et assez agréable. Seulement, tout va changer le 5 décembre 2013. Ce jour-là, Teleka passe sa journée au centre médical Borges, mais sans qu'on ne sache pourquoi, elle demande à la fin de son travail à une collègue de la déposer au Radisson Plaza,
un hôtel haut de gamme de la ville. La collègue lui dit OK, elle l'amène en voiture et la laisse donc devant l'établissement avant de repartir. À 19h30, Teleka entre dans l'hôtel. Et comme le montrent les images de vidéosurveillance de l'établissement, elle est filmée en train d'aller à la réception. Teleka essaye de réserver une chambre, mais elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent, ni sa pièce d'identité sur elle. Elle a apparemment oublié son sac à main. Le chauffeur de la navette de l'hôtel propose alors à Teleka de la ramener à son lieu de travail pour qu'elle puisse récupérer son sac à main. Et la jeune femme accepte. Tous les deux reviennent donc ensemble au centre médical Borges, où ils arrivent vers 20h. Mais avant de descendre de la navette, Teleka dit au chauffeur qu'elle ne va pas retourner avec lui. Elle ne va pas retourner à l'hôtel. Et le chauffeur trouve son attitude étrange. La jeune femme part à pied sur le parking et elle se faufile entre les véhicules garés comme si elle essayait de se cacher de quelqu'un. Le chauffeur la voit monter ensuite dans sa voiture, une Lexus ES 300 de 1997 de couleur or pâle, et quitter le parking de l'hôpital. 2 heures plus tard, le 911, le numéro d'appel des urgences, reçoit un appel d'un automobiliste indiquant qu'une voiture est à l'arrêt sur l'autoroute I-94, au kilomètre 23, à Porter, dans l'Indiana. L'endroit est situé à 172 km, non loin de Chicago. Peu après 22 heures, la police de l'Indiana intervient rapidement sur les lieux, et elle retrouve le véhicule abandonné, une Lexus ES 300 de 1997. La voiture, qui est de couleur or pâle, est dans le fossé, avec un pneu probablement crevé. Mais il n'y a plus personne sur place. Les policiers examinent l'intérieur de la voiture et trouvent des affaires comme un sac à main et surtout un portefeuille contenant des cartes de crédit et un permis de conduire au nom de Teleka Patrick. À ce stade, c'est assez banal. Les officiers de police se disent que la propriétaire du véhicule est partie à pied suite à sa crevaison. Elle n'est pas restée sur place, elle a abandonné son véhicule. Les policiers font donc venir une dépanneuse pour remorquer la voiture. Et ils font aussi quelques recherches pour tenter de retrouver Teleka. Ils appellent par exemple les services d'urgence pour savoir s'ils n'auraient pas pris en charge une automobiliste blessée, et vont voir aussi dans les stations-service et autres relais routiers des environs. En vain, personne n'a vu Teleka Patrick. Le lendemain, le 6 décembre 2013, le docteur Patrick ne se présente pas au travail. Elle est absente et n'a prévenu personne, ce qui ne lui ressemble pas. On essaye donc de la joindre, de l'appeler, sans succès. Et on va se rendre compte d'une chose inquiétante. Elle a laissé des effets personnels sur son lieu de travail, et notamment son téléphone portable. À partir de là, la disparition inquiétante de Teleka Patrick est signalée au bureau du shérif du comté de Kalamazoo. Et les adjoints du shérif démarrent des recherches. Le petit problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'elle a disparu dans l'état voisin, dans l'Indiana, et il va falloir attendre plusieurs jours avant que l'enquête n'avance. Le 10 décembre, les enquêteurs de Kalamazoo apprennent que la voiture de Teleka a été mise en fourrière dans l'Indiana. Ils contactent alors la police d'État de l'Indiana qui vont les aider à rechercher la jeune femme. 2 jours plus tard, le 12 décembre 2013, les policiers de l'Indiana font appel à un chien spécialisé pour fouiller la zone où la voiture de Teleka a été retrouvée, le long de l'I-94. Et le chien policier trouve apparemment la trace olfactive de Teleka. Et l'attitude du chien qui s'arrête par 2 fois au bord de l'autoroute indique qu'elle est peut-être montée à bord d'un autre véhicule. Elle a peut-être été récupérée par un autre automobiliste. Les jours suivants, d'importantes recherches sont faites dans un rayon d'environ 1 mile, avec 6 km autour de l'endroit où la voiture de Teleka a été retrouvée. Des membres de sa famille participent également aux fouilles, et ils distribuent également des avis de recherche partout où ils le peuvent. Seulement, ça ne donnera rien. Teleka Patrick s'est littéralement volatilisée. Personne ne sait où elle ne donne plus de ses nouvelles, et ses proches sont terriblement inquiets. Ils prient jour et nuit pour qu'on la retrouve saine et sauve, et les parents de la disparue engagent aussi un détective privé nommé Jim Carlin afin qu'il mène ses propres recherches. Pendant ce temps-là, les hommes de loi poursuivent aussi leurs efforts et mènent des actes d'enquête. Pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Teleka, ils étudient évidemment ses données de téléphonie mobile, car ils ont récupéré son téléphone, mais ils saisissent aussi ses ordinateurs. Ils examinent les disques durs de ses ordis et aussi le contenu de ses comptes de courrier électronique professionnels et personnels. Et ils vont découvrir une chose un peu perturbante.
ils vont se rendre compte que Teleka avait créé sa propre chaîne YouTube. Et qu'entre le 6 et 10 novembre 2013, environ un mois avant sa disparition, elle a publié plusieurs vidéos sur YouTube sous le nom d'utilisateur Sanda3000 Cassie. I'm shining like a candle in the dark. Et dans cette vidéo, elle parle, elle chante, elle s'adresse à quelqu'un, son amoureux apparemment, qu'elle n'identifie jamais par son nom. Dans une autre vidéo, Teleka montre un petit déjeuner complet qu'elle a préparé pour deux dans son appartement. Ces vidéos mettent quand même assez mal à l'aise dans la mesure où on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Teleka. Parce que la police n'a découvert l'existence de ces vidéos qu'après sa disparition. Est-ce que ces vidéos assez étranges pourraient être liées ? Autre élément troublant, selon le chauffeur de la navette de bus, la dernière personne qui l'a vue, qui l'avait ramené au parking, Teleka avait l'air effrayée le soir de sa disparition. Selon toute apparence, elle avait peur d'être suivie. Dans les médias, on parle alors de plus en plus de la disparition de la docteure du Michigan, et on s'interroge. Est-ce que Teleka aurait fait l'objet d'un crime ? À moins qu'elle n'ait été enlevée. Et par la suite, on va apprendre encore d'autres informations troublantes. On va d'abord apprendre que Teleka avait été mariée en Californie de 2006 à 2011, mais que son mari avait demandé le divorce car selon lui, elle souffrait peut-être de troubles mentaux. Teleka entendait notamment des voix et souffrait de paranoïa. Seulement, elle refusait de se soigner. Elle était dans le déni car selon son ex-mari, elle craignait qu'un diagnostic de maladie mentale ne compromette sa carrière. Et ça n'est pas tout. En avril 2013, 8 mois avant de disparaître, Teleka avait écrit des milliers de messages d'amour sur Twitter à un homme. Elle n'avait pas donné son nom, mais d'après sa description, il semblait que c'était Marvin Sapp, un pasteur et chanteur de gospel bien connu de Grand Rapids, dans le Michigan. Teleka n'a jamais tweeté directement à Marvin Sapp, qui ne lui a jamais répondu. Mais Teleka est allée plus loin. Elle a déménagé de Californie jusque dans le Michigan pour se rapprocher de son idole. Elle a rejoint l'église de Marvin Sapp, elle est même allée chez lui, a contacté ses enfants et a même prétendu qu'il était son mari. Tout ça est allé tellement loin qu'en septembre 2013, Marvin Sapp a déposé une requête pour obtenir une ordonnance de protection personnelle contre Teleka Patrick, alléguant qu'elle le harcelait. Et la justice lui a donné raison. Teleka Patrick souffrait visiblement d'érotomanie, c'est-à-dire d'un trouble psychiatrique qui se manifeste sous la forme d'une obsession délirante, appelée aussi délire passionnel. La personne érotomane est persuadée que quelqu'un d'autre l'aime passionnément. Au vu de tous ces éléments, il paraît assez clair que Teleka Patrick n'allait pas très bien au moment de sa disparition. Mais elle n'a toujours pas été retrouvée. Et pendant plusieurs mois, les recherches la concernant sont suspendues à cause de la météo. Car la région de l'Indiana où elle a disparu est couverte de neige. Mais 3 mois plus tard, début avril 2014, la neige fond et les battues reprennent. Une cinquantaine de policiers du comté de Kalamazoo et de l'Indiana ratissent la zone où la voiture de Teleka avait été retrouvée. Ils effectuent de nouveaux ratissages en quête d'indices sans rien trouver. La disparition de Teleka Patrick est vraiment mystérieuse à ce stade, on n'a vraiment aucune idée de ce qui a pu lui arriver, mais 6 jours plus tard, un coup de théâtre va enfin se produire. Le dimanche 6 avril 2014, un homme est en train de pêcher sur le lac Charles à Porter dans l'Indiana. Ce lac ressemble en fait à un grand étang, il fait environ 200 mètres de long sur 150 de large, sur sa plus grande largeur. Et le lac Charles n'est distant que d'une 60aine de mètres de l'I-94. Et au cours de sa partie de pêche, l'homme aperçoit quelque chose dans l'eau. Il aperçoit le corps d'une femme afro-américaine. Le pêcheur alerte aussitôt la police qui vient récupérer le cadavre et fait procéder à une autopsie. Et le légiste va identifier formellement le corps comme étant celui de Teleka Patrick. Et d'après le médecin, la cause probable du décès est la noyade. Quand ils apprennent la nouvelle, sa famille, sa sœur et ses proches sont dévastés. Teleka Patrick a donc connu un destin funeste. Et la police va conclure évidemment à une noyade accidentelle. Parce qu'elle a été retrouvée dans l'eau, à une assez faible distance de sa voiture abandonnée. Comme déjà dit, le lac n'est qu'à une 60aine de mètres à vol d'oiseau de l'autoroute.
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette conclusion, à commencer par Jim Carlin, le détective privé engagé par la famille. Et c'est vrai qu'il existe plusieurs zones d'ombre. En effet, on ne comprend pas comment la jeune femme a fait pour se retrouver dans l'eau. Car pour rejoindre le lac, il fallait passer par-dessus une clôture d'1,20 m de haut surmontée de fils barbelés. Et passer cette clôture, il fallait marcher ensuite dans le noir à travers un terrain broussailleux jusqu'à l'eau. Ce qui n'a pas trop de sens. Autre zone d'ombre, l'eau du lac a gelé durant l'hiver, mais c'est quand même dingue qu'il ait fallu attendre 4 mois pour retrouver un corps aussi près du lieu de sa disparition. Et sachant que les importantes fouilles menées pendant plusieurs semaines dans le périmètre n'ont rien donné, il faut se demander si le corps était vraiment là. Parce que l'eau n'était pas gelée au début. Autre point bizarre, le corps de Teleka n'a été retrouvé que dans 90 cm d'eau. L'eau était très peu profonde, et on ne comprend pas comment elle a fait pour se noyer. Parce qu'elle avait pied, en fait. Enfin, pourquoi est-ce que le chien spécialisé amené sur place par la police s'est dirigé 2 fois vers l'autoroute et pas vers le lac? Surtout que ce chien était en plus, d'après la police, expérimenté. Et là, il s'est complètement planté. Au vu de tous ces éléments, il y a quand même de quoi se poser des questions sur la conclusion accidentelle. Ce qui contribue à rendre cette affaire de disparition, qui a connu une issue terrible, assez mystérieuse. Et assez dérangeante aussi quand on pense au comportement étrange de Teleka Patrick, notamment dans ses vidéos YouTube. Cependant, les autorités ont conclu à une noyade accidentelle. Et lors des 2 autopsies qui ont été réalisées, parce que la famille en avait demandé une seconde, les légistes n'ont trouvé aucun signe d'un crime, aucun trauma, aucune preuve de l'intervention d'un tiers donc. En conclusion, l'affaire Teleka Patrick va conserver tous ses secrets. Nous avons vu que des petits youtubeurs et youtubeuses, entre guillemets, avec relativement peu d'abonnés, ont disparu de manière tragique. Mais les gros youtubeurs avec plusieurs millions d'abonnés ne sont pas épargnés non plus. En 2023, Carlos Henrique Medeiros, appelons-le Henrique, est un youtubeur brésilien à succès. Sa chaîne compte près de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Et son visage et son nom sont très connus dans le paysage des influenceurs au Brésil. Âgé de 26 ans, Henrique a grandi avec sa famille dans un quartier modeste d'une grande ville brésilienne dans la banlieue sud-ouest de São Paulo. Cumulant 12 millions d'habitants, São Paulo est la plus grande ville du Brésil, loin devant Rio de Janeiro. 6 ans plus tôt, Henrique a perdu sa mère et il vit désormais avec son père Antonio et ses sœurs, notamment Katia, dont il est très proche. Depuis son enfance, Henrique adore faire des farces autour de lui, en priorité sur les membres de sa famille et ses amis. En grandissant, il commence à les filmer en vidéo. Et en 2015, il crée sa chaîne YouTube nommée Henrique Medeiros, sur laquelle il partage ses blagues et canulars. Des cascades et des farces souvent filmées avec des copains ou des proches. Et certaines de ces vidéos un peu scandaleuses, qui tournent souvent en dessous de la ceinture, il faut le dire, vont atteindre des scores faramineux. L'une d'entre elles fait presque 10 millions de vues. Dans ces vidéos, Henrique se filme souvent avec son père Antonio, l'une de ses cibles préférées qui rigole le plus souvent avec son fils. Tous les deux s'adorent et passent du temps ensemble, ils regardent par exemple des matchs de foot. Henrique est très attaché à son père, qui est aussi fier de la réussite de son fils. Donc au début des années 2020, tout va bien pour le youtubeur. Sa chaîne cartonne, il gagne pas mal d'argent et est aussi un influenceur connu au Brésil. Henrique s'entend très bien avec sa famille, mais en 2023, il connaît un drame personnel. Antonio, son père, décède des suites d'une maladie, ce qu'il vit très mal. Henrique perd le goût de faire des vidéos comiques et il rend régulièrement hommage à son père parti trop tôt. Comme beaucoup d'autres personnes dans sa situation, qui perdent un parent ou un proche, le youtubeur traverse une période difficile. Mais le pire va suivre et son destin va tragiquement basculer fin 2023. Le 25 décembre 2023, Henrique passe le Noël comme d'habitude avec sa famille. Il assiste à un feu d'artifice et prévient ensuite sa sœur qu'il va dîner chez un ami d'enfance, un voisin nommé Renan José.
Âgé de 28 ans, Renan vit avec sa compagne, Caroline Mello, qui a 4 ans de moins que lui. Et Caroline attend un enfant à cette période. Renan et Caroline habitent seulement à 30 mètres de chez Enrique, dans une rue que vous voyez sur cette carte. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai essayé plusieurs fois de prononcer le nom de la rue, mais surtout de la ville en portugais, et j'y arrive pas, je le massacre à chaque fois, donc je préfère éviter. J'ai pas envie de me faire d'ennemis parmi les spectateurs et spectatrices portugais qui tomberaient sur cette vidéo. Mais bon, j'ai écrit le nom, comme ça sera plus simple, vous pouvez le lire à l'écran. Le 25 décembre 2023 au soir, Enrique part donc dîner chez ses amis. Il part faire la fête avec eux, ce qui est assez ordinaire, mais il ne sera plus jamais revu. Voyant qu'il est toujours absent le lendemain matin, sa sœur Katia s'interroge. Elle tente de contacter son frère sur son téléphone sans succès. Enrique ne répond pas à ses appels. Incapable de le joindre, elle commence à se poser des questions, car ce n'est pas le genre d'Enrique de ne pas lui donner ses nouvelles. Katia se rend donc bien entendu chez Renan et Caroline, les voisins, qui lui expliquent qu'Enrique est reparti à 2h du matin. D'après eux, le jeune homme était normal en partant, et ils ne savent pas où il se trouve. De plus en plus angoissée, Katia alerte le reste de sa famille. Elle publie des messages sur les réseaux sociaux en demandant au public de les aider à retrouver Enrique. Les proches du youtubeur appellent les hôpitaux des environs et effectuent de multiples recherches avec les habitants dans le quartier. Mais incapables de localiser Enrique, ils finissent par prévenir la police qui effectue des battues, notamment dans les bois environnants. Pendant plusieurs jours, on cherche activement Enrique, sans résultat. Il s'est comme envolé. Mais 5 jours plus tard, un rebondissement va survenir. Une personne qui fouille le quartier où a disparu le youtubeur s'approche du domicile de Renan José et Caroline Mello, chez qui il avait passé le réveillon de Noël. Le couple étant absent, il entre quand même dans leur jardin, il regarde et il voit alors quelque chose d'inhabituel. Il voit que dans le jardin, il y a de la terre fraîchement retournée et qu'il y a même un bout de t-shirt qui dépasse. Jugeant la situation normale, il prévient aussitôt la police qui arrive rapidement sur place. Les agents de police creusent dans le jardin du couple et ils ne tardent pas à retrouver le corps du youtubeur. Renan José et Caroline Mello sont évidemment arrêtés. Et ils avancent une explication. Selon eux, l'influenceur a perdu la vie lors du réveillon suite à la prise d'une quantité importante de produits illicites. Et d'après eux, il se serait senti mal avant de mourir. Et suite au décès, ils l'ont enterré parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire du corps. Ils n'ont pas appelé les polices par peur. Certainement parce qu'il y avait la drogue chez eux. En effet, Renan José était aussi consommateur et possiblement le fournisseur d'Enrique. Au départ, Katia, la sœur de Enrique, doute de leur version des faits. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas appelé une ambulance. Et vu qu'ils ont menti en disant qu'ils ne savaient pas où était son frère, ils ont pu mentir sur d'autres points. Choqués et en colère, les habitants du coin et les fans du youtubeur saccagent et incendient le domicile du couple suspect. Ce qui n'est pas très malin parce que mettre le feu à une maison, c'est le meilleur moyen de détruire les preuves. Comme le veut la procédure dans ce genre d'affaires, les autorités procèdent à une autopsie. Un examen du corps qui ne révèle a priori aucun signe de violence. Le légiste ne détecte aucune blessure par arme blanche, par arme à feu ou par strangulation. Mais les analyses toxicologiques indiquent la présence d'une grande quantité de cocaïne dans le sang d'Enrique. 31 mg par millilitre. C'est énorme. Tout laisse donc à penser que Enrique a légèrement forcé sur la dose et que son cœur a lâché. Ce scénario est assez vraisemblable car depuis la mort de son père dont il ne s'était pas vraiment remis, Enrique avait un peu sombré dans une spirale infernale. Pour oublier son mal-être, il s'était mis à consommer diverses substances. Certains pensent que Renan José, le voisin, aurait pu attenter à la vie de son ami par appât du gain. Car le youtubeur touchait certainement encore des revues avec ses vidéos. Mais les faits, notamment le rapport d'autopsie, ont tendance à montrer qu'il a plutôt eu un problème d'ordre médical. Cette affaire assez récente est toujours en cours. Le couple chez qui le youtubeur a passé sa dernière nuit n'a pas été inculpé d'homicide, mais il va être par contre inculpé de recel ou de dissimulation de cadavre.
Une dissimulation très très mal faite, soit dit en passant, parce que ils auraient peut-être pu trouver un autre endroit pour cacher le corps. Ils l'ont caché dans leur propre jardin, et en plus c'était mal fait, la terre était encore retournée, ils ont même laissé un morceau de t-shirt, enfin bref, c'était du travail bâclé. Mais comme je dis souvent, heureusement que les criminels font des erreurs, sinon on n'en arrêterait jamais. Plus sérieusement, ainsi s'achève la triste histoire de Carlos Henrique Medeiros, star de YouTube au Brésil, qui a disparu assez récemment. Il nous a quittés à 26 ans, et on ne peut que regretter qu'il soit parti de cette façon. Mais YouTube est un milieu avec sa part d'ombre, et il faut tâcher, comme dans la vie, de rester du côté de la lumière. Sur les 4 affaires que nous avons passées aujourd'hui en revue, 2 personnes, Nick Sonderhuger et Kenny Veach, restent toujours portées disparues. Et souhaitons que dans les prochaines années, nous apprendrons enfin ce qui leur est arrivé. Ça reste dans le domaine du possible, car certains cold cases sont élucidés parfois 10, 20, 30 ans après. Donc restons patients, on verra bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci également à ceux et à celles qui vont partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où vous voulez. Car un petit partage ne coûte rien et c'est un grand coup de pouce donné aux créateurs de contenu. Grâce à vous, d'autres spectateurs découvrent la chaîne. Et pour plus de contenu, je vous invite évidemment, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. En activant la cloche et toutes les notifications qui vont avec, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en louper. Et comme ça, vous êtes aussi informé quand je publie des posts, des news importantes sur la page communauté. J'en profite pour vous dire que mon nouveau livre, Disparu dans la nature USA, tome 3, est disponible. Le livre contient, comme les autres, 20 histoires vraies et mystérieuses, dont la majorité sont inédites. Et si vous avez aimé les précédents livres de la série, vous devriez aimer celui-là parce que je vous ai sélectionné des affaires assez intéressantes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, commandez le livre, le lien est dans la description de cette vidéo. J'en profite d'ailleurs pour répondre à certains qui me posent la question parfois, le livre n'est disponible qu'en livre broché, en livre papier, il n'est pas disponible en e-book, ni en livre audio. Parce que ce n'est pas moi qui décide si le livre sort en livre audio chez Audible, vous voyez. J'ai le bras long, ok, mais pas à ce point. En tout cas, si jamais le livre sort en livre audio dans l'avenir chez Audible, je ne manquerai pas de vous le dire, notamment dans les posts à la communauté et aussi sur ma page Facebook. Pour finir, je souhaite à tout le monde un bel été, profitez-en si vous en avez l'occasion. On va se retrouver prochainement sur la chaîne, comme d'habitude, et en attendant, ne disparaissez pas.